Pourquoi lorsque la mort apparaît au cinéma, on ne détourne pas les yeux? Ces scènes sont violentes, et pourtant, c'est souvent là que notre attention est la plus totale. Rien ne nous force à regarder, mais on reste là, immobile. Ce qui nous retient, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est ce malaise étrange auquel le cinéma nous a habitués. Il existe une différence mesurable entre la manière dont le cinéma montre la mort et la manière dont la mort est vécue dans la vie réelle. Dans la majorité des situations réelles, la mort survient sans préparation. Elle arrive hors champ, hors cadre, souvent hors regard. Dans les hôpitaux, dans les accidents, dans les conflits, elle n'est presque jamais perçue dans son intégralité par un observateur unique. Elle apparaît par fragments, par bribes, de manière confuse et partielle. Le cinéma fait exactement l'inverse. Il extrait la mort de son environnement. Il l'isole dans l'espace, il la fixe dans le temps. Cette différence repose sur des choix très précis. Les analyses de montage menées sur des films grand public montrent que les scènes de mort comportent significativement moins de coupes que les scènes d'action ou de dialogue. Le plan moyen y est plus long, le regard reste sur la même image. Le spectateur a ainsi moins d'occasions de détourner son attention. Le montage limite les changements d'angle et les ruptures visuelles. Quand Gandalf tombe, le film n'ouvre pas le champ. Quand Maximus meurt, la caméra ne s'éloigne pas. Quand Ned Stark est exécuté, toute la scène repose sur une attente unique. Rien n'est ajouté, rien n'est accéléré, tout est maintenu. À cette stabilité visuelle s'ajoute un autre facteur déterminant, le contexte perceptif. Dans une salle de cinéma ou face à un écran, le spectateur est placé dans un environnement volontairement appauvri en stimuli concurrents. Luminosité faible, bruit contrôlé, absence de sollicitation extérieure. Cette configuration n'existe presque jamais face à la mort réelle, qui survient dans des espaces saturés d'informations contradictoires. Dans Le Seigneur des Anneaux, au moment précis où Boromir meurt, la bataille continue autour de lui. Le bruit tombe, le cadre se resserre, le monde se retire. Il ne reste qu'un corps immobile, une voix, un souffle. La réduction des stimuli périphériques a un effet direct sur l'attention. Des travaux en sciences cognitives montrent qu'elle augmente la capacité à rester focalisée sur une seule source visuelle, même lorsque celle-ci est inconfortable. Le cinéma exploite systématiquement cette propriété. La temporalité accentue encore cet effet. Dans la vie réelle, la mort est souvent rapide, parfois instantanée. Le cinéma, au contraire, étire ce moment. Il le ralentit, il le rend observable. La chute de Gandalf ne dure que quelques secondes dans l'histoire, mais beaucoup plus longtemps à l'écran. Le film décide non seulement de ce qui est montré, mais du temps exact pendant lequel le spectateur doit y rester exposé. Ce temps n'est pas proportionnel à la réalité, il est proportionnel à l'effet recherché. Dans une vie entière, la majorité des individus ne voient pas mourir quelqu'un de leurs propres yeux. À l'inverse, un spectateur régulier de cinéma ou de série est exposé à des centaines, parfois des milliers de morts fictives. Cette exposition répétée crée une familiarité visuelle, avec un événement qui, dans le réel, reste exceptionnel. Le regard apprend à reconnaître les codes. La chute, l'immobilité, le silence, le regard fixe, ces codes deviennent lisibles, presque attendus. La position du spectateur constitue alors une différence décisive. Hors de l'écran, être témoin de la mort implique presque toujours une forme d'engagement. Agir, fuir, appeler, le cinéma supprime cette dimension. Le spectateur est placé dans une position d'observateur pur, sans possibilité d'action, sans responsabilité. Cette absence d'exigence modifie profondément la relation à ce qui est vu. Elle autorise une attention prolongée là où ailleurs l'urgence imposerait autre chose que le regard. Mises bout à bout, ces conditions produisent le même effet. Elles transforment un événement chaotique, rare et perturbant en une expérience stable, répétable, maîtrisée. Sans qu'on y pense consciemment, le regard apprend à rester là où dans d'autres circonstances, il ne resterait jamais. Les scènes de mort ne sont pas seulement construites avec soin, elles sont placées à des endroits précis du récit. Lorsqu'un film ou une série accorde du temps à une mort, ce n'est presque jamais dû au hasard. Elle survient lorsque le récit a déjà livré l'essentiel de ce qu'un personnage pouvait apporter. Les relations sont établies, les conflits sont identifiés, et les choix décisifs sont effectués. L'histoire ne dépend plus activement de lui pour avancer. À ce stade, sa disparition ne crée pas de vide narratif. Elle ne prive pas l'histoire d'un élément encore nécessaire. La mort de Glenn dans The Walking Dead s'inscrit exactement dans cette logique. Glenn n'est plus un personnage en devenir, son rôle moral est installé, ses liens sont clairs, sa place dans le groupe est définie, le récit peut se permettre de rester sur lui sans se désorganiser. Si la scène s'attarde, c'est parce que l'histoire n'a plus besoin d'introduire de nouvelles directions à travers ce personnage. Lorsque le cinéma s'attarde sur certaines morts, ce n'est pas pour interrompre un récit, il accompagne une fin déjà acquise. La scène ne montre pas une disparition brutale, elle montre quelque chose qui se termine. Dans Gladiator, Maximus ne meurt pas au cœur du combat, il meurt après, lorsque sa mission est accomplie, lorsque l'ordre a été rétabli. Sa mort ne crée pas de déséquilibre. Boromir, lui, tombe face à ses adversaires, mais son sacrifice est mis en scène comme une rédemption. Chaque flèche reçue n'efface pas son parcours, elle le corrige. Sa mort ne punit pas ses erreurs, elle les compense. Dans ces cas-là, la disparition n'est pas présentée comme absurde, elle fonctionne comme un point d'équilibre, un sacrifice. Même lorsque la scène est tragique, elle est construite pour produire une forme d'apaisement. Le personnage peut mourir parce que rien d'essentiel ne reste ouvert. Le spectateur peut rester parce que rien n'appelle plus de résolution. Dans ce cadre, la mort n'est plus
plus seulement supportable, elle devient acceptable. Confronté à une disparition irréversible, l'émotion n'est jamais unique. Les réactions se superposent, se contredisent. Panique, sidération, confusion. Il n'y a pas d'émotion dominante, seulement une saturation. Cette surcharge rend l'expérience difficilement lisible, difficilement soutenable. Le cinéma élimine cette saturation. Il sélectionne. Dans Titanic par exemple, la mort de Jack pourrait provoquer une multitude de réactions simultanées. La peur, la colère, la lutte, la détresse, l'urgence de survivre. Mais aucune de ces réactions ne s'impose. Jack ne crie pas, il cesse de lutter, il ne cherche plus à gagner du temps. Ses paroles sont mesurées, orientées vers Rose, pas vers lui-même. Rose ne rompt pas ce moment, elle écoute, elle reste. Le film ne propose pas une palette d'émotions possibles, il en impose une seule, la tristesse contenue. La situation est objectivement violente, mais l'émotion est stabilisée, rien ne vient la perturber, rien ne la contredit. Le spectateur n'a pas à arbitrer entre plusieurs affects concurrents, il n'a pas à décider ce qu'il doit ressentir. Il suit, la douleur devient alors propre, non parce qu'elle est atténuée, mais parce qu'elle est simplifiée. Toutes les morts ne sont pas traitées de la même manière à l'écran. Certaines sont accompagnées, d'autres passent sans laisser de traces dans la scène. Le cinéma instaure ainsi une différence visible entre les corps. Certains ont droit à un arrêt, d'autres non. Dans l'univers d'Harry Potter, lors de la bataille finale, le chaos est constant, le combat se poursuit, les corps tombent sans pause particulière, happés par le mouvement général. Puis Fred Weasley meurt. À cet instant, le récit ralentit localement. La caméra ne le quitte pas, le mouvement se suspend autour de lui. Le regard est contraint de rester. Autour, la bataille reprend presque immédiatement. D'autres personnages meurent sans bénéficier du même temps, du même silence, du même accompagnement. Le film ne s'attarde pas sur eux. La différence n'est pas expliquée, elle est montrée. Fred n'est pas plus mort que les autres, mais sa disparition est reconnue. Elle reçoit un traitement que les autres n'obtiennent pas. Cette hiérarchie n'est jamais formulée, elle s'impose par l'image. Au cinéma, toutes les morts ne méritent pas le même regard. Avec John Wick, le spectateur ne regarde pas des personnes mourir, il regarde des corps s'effondrer. Les individus abattus ne sont jamais introduits. Ils n'ont pas de nom, pas de visage mémorable, encore moins de trajectoire. Le film ne demande jamais au spectateur de les identifier. Cette absence est essentielle. Face à la réalité, voir mourir quelqu'un impose au minimum une reconnaissance, un âge, un visage, une existence singulière. John Wick en fait abstraction. Les disparitions s'enchaînent sans modifier le rythme. La surprise ne disparaît pas parce que la violence augmente, mais parce que chaque mort est perçue comme équivalente à la précédente. À ce stade, la mort n'est plus seulement intégrée au récit, elle est attendue. Dans les séries et films modernes, l'absence de mort visible crée un manque. Un récit sans disparition majeure paraît incomplet, trop léger, parfois même peu crédible. La mort fonctionne alors comme une preuve implicite, la preuve que l'histoire ose aller jusque-là. Dès la première saison de Game of Thrones, la mort de Ned Stark ne se contente pas de faire avancer l'intrigue. Elle pose une limite claire, aucun personnage n'est protégé, aucune trajectoire n'est assurée. À partir de là, le spectateur ne regarde plus les personnages de la même manière. Il ne suit plus seulement une suite d'événements, il attend que ce contrat soit tenu. Saison après saison, épisode final après épisode final, s'installe la même attente silencieuse. Qui va mourir cette fois-ci? La disparition ne provoque plus un choc isolé. Elle est jugée, elle devient une condition de valeur du récit. La mort cesse alors d'être un simple événement narratif. Elle s'impose comme un critère d'intensité. Après avoir regardé des films et des séries, la manière de regarder ne s'interrompt pas quand la fiction s'arrête. Elle continue face aux images du quotidien. Dans les journaux télévisés et l'actualité, les images liées à la mort apparaissent sans modifier le cours du programme. La séquence est remplacée au même rythme que les autres. Elle est traitée avec la même durée et le même format. Un chiffre, un bandeau, une image courte, puis autre chose prend sa place. Sur les réseaux sociaux, le geste est encore plus mécanique. Une vidéo montre un événement mortel, la suivante montre autre chose. Le mouvement est identique, glisser, regarder, passer. Le regard ne cherche plus d'indications particulières pour savoir comment réagir. Il n'en attend plus. La mort n'a plus besoin d'être préparée ou isolée pour être comprise. Elle peut surgir au milieu d'autres informations, sans avertissement. Ce n'est pas que la mort soit devenue insignifiante, c'est que regarder sans s'arrêter est devenu la règle. Elle fait désormais partie du paysage visuel. Dans Squid Game, tu continues à regarder parce que quelqu'un va mourir. Tu le sais, la série te l'a appris. Quand l'épreuve commence, ton attention n'est plus tournée vers la survie collective. Elle se resserre, elle cherche une chute. Tu observes les corps, les hésitations, les erreurs. Tu attends celui qui ne passera pas. Et quand l'élimination se produit, l'attention retombe. Sans cette disparition, quelque chose manquerait. La mort est attendue parce qu'elle tranche. Il n'y a plus qu'un résultat. Ce plaisir ne vient pas de la violence, il vient du soulagement de ne plus avoir à imaginer la suite. Tu ne regardes plus pour être surpris, tu attends que ce moment arrive. Et quand il arrive, tu continues. Le cinéma ne nous apprend pas à aimer la mort, il nous apprend à la regarder sans bouger. À force de répétition, le regard s'habitue à rester, à attendre que quelque chose se termine, à accueillir la disparition comme une résolution. Ce n'est pas un goût pour la violence, c'est un confort face à un monde qui tranche sans nous demander d'agir. On se souvient rarement d'un film dans son ensemble, ce qui revient ce sont des images précises. Gandalf qui tombe dans le vide, Jack immobile dans l'eau, Ned Stark à genoux, la foule autour de lui. Ces scènes-là reviennent immédiatement, on les nomme sans les décrire. Elles suffisent à situer un film, une série, un moment. Elles tiennent en quelques secondes, un cadre,
s'éteindre, un corps, un silence, et longtemps après, ce sont encore elles qui restent. Finalement, ce n'est pas la mort qui compte, c'est la manière de la servir.